Le bras. Bien sûr, nous savons qu'il vient un temps où nous devons faire le voyage. Et dans cette dernière chambre sans berceau, nous cherchons vainement la barque qui nous portera. Rester digne, ne pas laisser les douleurs faire de notre dernière vie un cortège de tourments. Encore. Essayez de prendre le verre, essayez de le prendre. Chaque jour, ces hommes, ces femmes nous accompagnent au fil de l'eau. Je vous laisse ça dans la main, c'est pour nous appeler. Chaque jour, ils construisent avec nous les marches du palliatif. Le soin palliatif, c'est le complément ou l'opposition des soins curatifs. Les soins curatifs se donnent pour objet de guérir le patient de sa maladie. Le soin palliatif va se donner pour objet, dans l'hypothèse où on n'a pas la possibilité d'envisager une guérison d'une situation, de faire en sorte que les soins se poursuivent et qu'il n'y ait pas un abandon des soins, mais des soins qui vont pallier la situation, c'est-à-dire se donner pour objet d'assurer les meilleures conditions de vie possibles pour le reste de temps qu'il y a à vivre. On évite l'acharnement thérapeutique et on se concentre sur les soins de confort. Donc ça peut atteindre des patients qui sont jeunes, des patients moins jeunes, des patients plus âgés. On est dans l'accompagnement. Donc on est entre les extrêmes qui sont l'abandon, où on dit de toute façon il n'y a rien à faire, donc ne faisons rien, et l'acharnement qui dit eh bien on va essayer ça, puis on va peut-être essayer ça, ou peut-être que ça va marcher, en sachant pertinemment que ça ne marchera pas. Il arrive assez souvent que le patient, tout en fin de vie, on ne puisse plus vraiment communiquer avec lui, il soit sinon dans le coma, disons dans un état tel qu'on ne peut plus communiquer. À ce moment-là, le travail continue, si je veux dire, il continue avec les familles. C'est les moments les plus difficiles, je pense, et où on a le plus de mal à clore les choses. On va l'accompagner du mieux qu'on peut. Il est bien, il est serein, on va arrêter de dramatiser. Dans ce long couloir, les jours pourraient succéder aux jours. La douleur pourrait s'enchaîner à la douleur. Comment se soulager de cette profondeur? Le but, c'est d'accompagner. Ce qu'on peut dire, nous professionnels qui travaillons en soins palliatifs, notre constat, c'est qu'une unité de soins palliatifs, aujourd'hui du moins, on constate souvent qu'on a plus tendance à arrêter beaucoup de médicaments qui sont institués de manière, entre guillemets, exagérée, et non pas en disant de toute façon il n'y a rien à faire, on va tout arrêter, mais on constate, et on a fait quelques études qui un petit peu nous encouragent dans ce sens, que l'état de santé, entre guillemets, ou du moins la qualité de vie des patients, s'améliore de beaucoup quand on arrête beaucoup de médicaments qui sont absolument inefficaces et même délétères. Merci. On est vendredi 25 mars. Il y a une opposition historique entre les initiateurs des soins palliatifs et puis la position d'associations qui militent pour l'euthanasie. L'euthanasie, c'est vouloir donner la mort aux malades et le faire. Les soins palliatifs, c'est de se dire plutôt soulager un symptôme, soulager une détresse. Et la loi Leonetti, d'ailleurs, nous permet, dans certaines situations, d'engager une démarche thérapeutique chez un malade, là encore, qui est en fin de vie, même au prix d'un raccourcissement de quelques jours, par exemple, de la vie. Les soins palliatifs, c'est pour le patient, mais c'est aussi beaucoup pour l'entourage. Et c'est aussi un aspect intéressant, je vais dire, de ça. Il faut savoir que les soins palliatifs ont toujours été issus d'une démarche religieuse, notamment protestante, puisque ça s'est beaucoup développé dans les pays anglo-saxons. Cette décision d'avoir un lien avec les professionnels de la religion, c'est une décision qui revient au patient et à sa famille. Et nous facilitons les demandes qui peuvent être des demandes ponctuelles, qui peuvent nous arriver qu'il y ait des demandes de personnes qui décident de décéder chez elles, ils ont le droit. C'est rare actuellement, mais il faut savoir qu'il n'y a pas très longtemps, 75%, on va dire une vingtaine d'années, 75% des gens décédaient chez eux. Aujourd'hui, on est sur des chiffres inverses. On a environ 80% des gens qui décèdent, sinon plus,
à l'hôpital et très peu qui décèdent à domicile parce que ça nécessite des conditions particulières, vous le comprenez bien. Les établissements hospitaliers en général, soit publics ou privés, sont financés par ce qu'on appelle l'activité, c'est-à-dire que chaque séjour est rémunéré par l'assurance maladie ou tout autre organisme payeur. Et donc plus les séjours sont courts, et plus dans la même structure on peut en faire. C'est comme fabriquer des boulons d'huîtres, hein. Et donc, c'est antinomique avec des soins qui consacrent beaucoup de temps. Mais on me donne des objectifs, c'est-à-dire le nombre de séjours que je dois faire en soins palliatifs. Et si j'ai pas atteint l'objectif, on me dit qu'il faut raccourcir les séjours. Mais ça va pas aller très bien dans les années qui viennent. Moi, ça fait 1 an et demi que je suis diplômé. J'ai pris mon poste ici. C'était une démarche personnelle de venir en soins palliatifs. On est toujours dans une perpétuelle communication avec le patient. Est-ce qu'aujourd'hui, vous voulez prendre une douche? Non, je suis trop fatigué, pas de problème. On fera juste on vous fera juste une toilette de chat ou tout ça. Il y a toujours une communication qui est extrêmement importante, qui est liée à l'organisation. Et ça permet de créer un climat. Le fait qu'il y ait toujours une communication, il y a une forme de confiance qui est un petit peu plus développée et c'est surtout, c'est sur beaucoup de points. On dit toujours qu'on est des soignants de l'ombre et on est dans un climat de confiance tout simplement parce que le principe des soins palliatifs, c'est que on est disponible. Quand le patient a besoin, on est là. On n'est pas trop intrusif dans la vie. Donc ça crée vraiment un climat de confiance qui fait que il y a toujours un fossé entre l'ancienne hospitalisation et celle qui arrive ici. Être infirmière et de le faire avec les compétences que j'ai. Pour moi, il faut que je puisse avoir un contact avec le patient. Ce qui n'empêche que je fais les actes techniques comme n'importe quelle infirmière, parce que justement, quand on parle de confort, c'est justement la priorité, c'est la douleur. Le premier symptôme, c'est apaiser la douleur, ensuite apaiser l'anxiété, puis ensuite tous les symptômes qui sont liés à la chimiothérapie, par exemple, comme les nausées, les vomissements, des choses qui peuvent perturber justement le confort du patient. Parce que le patient, il est dans une situation quand même où, quelque part, quand il arrive en soins palliatifs, il a déjà fait un bout de chemin par rapport à sa maladie. On connaît tous les deux l'enjeu du pourquoi il est ici, et je pense qu'il nous accorde aussi sa confiance. Enfin, c'est pas comme s'il se remettait à nous, mais il nous donne sa confiance. Et donc, je pense que de ce fait-là, la relation s'établit plus rapidement. C'est pas pareil avec tous les patients. Il y a des patients qui sont dans le déni, et donc qu'il va falloir apprivoiser petit à petit et les emmener vers un cheminement un petit peu différent, mais dans la majorité des cas, quand même, ils sont quand même assez bien informés sur leur pathologie quand ils arrivent ici, et donc on les accompagne dans cette démarche-là. Voilà. C'est l'ascension, là, on monte. Alors quand il est rentré donc, au niveau des soins, donc au 3e étage, là on a senti, bon, c'était quand même très grave, c'était brut. C'était assez brutal, donc je dirais qu'il s'est effondré, parce que moralement, c'est vrai qu'il était affaibli, il n'était pas bien, donc là il s'est renfermé dans une coquille en se disant « il m'arrive quelque chose de grave ». Je pense qu'il a dû réaliser, mais là il s'est bloqué. Et à partir du fait que nous, on a discuté avec le médecin, il nous a expliqué comment réagir si le patient le demandait, à lui donner l'explication, c'est ce qu'on a fait. Et là, à partir de là, il a dédramatisé, je pense, dans sa tête, même s'il l'a compris, il comprend l'ampleur de la chose. Il est où? Non. Hein? Non. Et c'est vrai que le soin qui est apporté autour, c'est vers lui, mais c'est aussi vers nous, parce qu'ils sont très présents. Ils sont présents dans leur gentillesse, dans leur accompagnement, toujours disponibles, toujours un sourire, on ne vous rembarre pas. Donc ça, c'est génial, quoi. C'est, pour nous, je dirais, c'est essentiel, parce que dans les autres services classiques, on n'a pas ça. Vous allez faire? Vous allez pas manger ce soir? Non? Ça va? Je pense qu'ils répondent exactement à toutes les questions qu'on pourrait avoir dans la tête qui trottent.
Et puis autant sur la technique, parce que des fois on ne sait pas trop. Et puis il nous rassure. Sur toutes les petites choses, je dirais, est-ce qu'on a bien fait? Est-ce qu'on va lui donner assez à manger? Oui, oui, tout de suite. On nous dit, vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. C'est toujours le petit mot, je dirais, qui pour nous, on le capte très bien. Il y a de la technique derrière, parce que si on arrête de donner à manger, on sait très bien que... Voilà. Mais ça nous rassure aussi. Voilà. Personnellement, bon, disons, je fais comme à la maison. J'ai des enfants. Les enfants, on les écoute, on s'en occupe. Et quand ils sont tristes, on est proche d'eux, on les écoute, on les encourage. Exactement pareil. Et surtout quand ils sont malades, on est encore plus proche, plus attentionné. J'ai un rôle d'accompagnant à travers un état de maladie qui, certes, ne va pas vers la guérison, mais vers, on va dire, un état stationnaire ou le décès. Ça fait quand même partie de ma vie, donc je peux pas me dire, bon, je suis chez moi, ben, j'ai plus rien dans ma tête de mon travail, ça serait mentir. Même s'il peut y avoir de l'amitié et je vais pas dire une forme d'amour, mais voilà, qui peut naître dans une relation, mais je suis un accompagnant à travers un système de soins. Un patient qui vraiment n'a pas envie de manger, et quand on arrive à lui faire avaler 2-3 cuillères, vous ne savez pas quel bonheur on ressent. Voilà. Bien sûr, ce long couloir, nous le redoutions. Et nous découvrons secrètement que nous partirons avec une douce musique, celle de notre douleur embrassée.